Bienvenue dans votre revue de presse. Ensemble, nous allons parcourir les temps forts qui animent l'Afrique et font écho bien au-delà de ses frontières. Et pour ouvrir ce voyage au cœur de l'actualité, direction le Bénin. La Nouvelle Tribune informe que la campagne citoyenne Je donne pour eau, lancée le mardi 9 septembre 2025 à midi, a enregistré une mobilisation rapide et significative. Selon un communiqué officiel publié à l'attention de l'opinion publique, près de 15 000 personnes ont contribué en l'espace de 24 heures, permettant de réunir un peu plus de 30 millions de francs CFA. Cette initiative avait pour objectif de collecter la caution du candidat Romuald Wadani, présenté comme le candidat de l'unité et de la jeunesse. La SRTB précise que le don le plus faible s'élève à 100 francs CFA, le plus élevé à 1 million, pour une moyenne de 2308 francs CFA. Près de 95% des contributions sont inférieures à 1000 francs CFA. L'initiative rencontre un franc succès, note Matin Libre, pour qui la spontanéité des donateurs est la preuve de l'adhésion massive des Béninois à la candidature de Romuald Wadani. Toujours au Bénin, Patrice Talon présente son dernier budget. Selon APA News, à moins de 8 mois des élections générales d'avril 2026, le gouvernement béninois présente le dernier budget de l'ère à Patrice Talon. Le Conseil des ministres béninois, réuni mercredi sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2026. Il s'agit du dernier budget présenté par le président sortant qui ne briguera pas un troisième mandat. Banuto BJ précise les grandes orientations de ce dernier projet de budget de l'État sous Patrice Talon. Ce dernier budget du gouvernement Talon s'équilibre en ressources et en charges à 3 783,984 milliards de francs CFA, renseigne le compte-rendu du Conseil des ministres. Le projet de budget 2026 est en hausse d'un peu plus de 230 milliards de francs CFA par rapport au budget 2025. Les orientations économiques et budgétaires pour la gestion 2026 sont focalisées sur le renforcement des facteurs clés de la transformation structurelle de l'économie nationale et une meilleure approche budgétaire de redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Le projet de budget a pour vocation, ajoute l'exécutif béninois, de permettre la poursuite des actions de diversification de l'économie par le développement du secteur industriel et des infrastructures ainsi que le renforcement du capital humain. Le taux de croissance envisagé est de 7,5%. Pour y parvenir, le gouvernement béninois compte sur le secteur agricole, l'augmentation de l'activité industrielle, l'accroissement du trafic au port de Cotonou et des actions de promotion touristique. Le taux d'inflation projeté tourne autour de 2,0% en dessous de la norme communautaire de 3,0% de l'UEMOA. Le gouvernement envisage aussi de consacrer 42% du budget général aux dépenses à la sensibilité sociale. Pour les autorités, plusieurs actions d'envergure prévues visent l'intégration des thématiques transversales et l'atteinte des cibles pertinentes des ODD. En dehors des élections, le gouvernement annonce la poursuite et le renforcement des investissements en cours dans les domaines clés comme la santé, la protection sociale, le développement du savoir et de la connaissance, le tourisme, l'énergie, l'eau, les transports et le numérique. Sur le volet nutrition, le gouvernement entend allouer des ressources à l'extension du projet de supplément alimentaire au profit des femmes enceintes, allaitantes et des enfants couvrant les 1000 premiers jours après la naissance, ainsi qu'à la couverture totale des écoles maternelles et primaires publiques en cantine scolaire. L'octroi de bourses d'études dans les écoles privées de renommée internationale, l'accélération des réformes de l'enseignement technique, l'opérationnalisation de Semecity, le renforcement et la modernisation du plateau technique sanitaire sont des actions prévues dans les domaines de l'éducation et la santé. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement entend mobiliser et octroyer des ressources pour l'installation de systèmes de vidéoprotection dans les grandes villes béninoises et la forte dotation des forces de défense et de sécurité en engins et vecteurs performants. Nous restons au Bénin cette fois-ci avec la 15e édition de la foire des produits chinois au Bénin qui prend fin ce 12 septembre. Selon geotribune.com, la 15e édition de la foire des produits chinois au Bénin, centrée sur le renforcement des échanges économiques et commerciaux entre Pékin et la sous-région ouest-africaine, prendra fin ce 12 septembre à Cotonou, capitale économique du pays. Ouverte ce 9 septembre 2025, cette 15e foire des produits chinois en terre béninoise rassemble une centaine de stands installés sur 2500 mètres carrés. Elle est l'hôte de plus de
50 entreprises venues spécialement de la Chine et offrant des articles électroménagers, électroniques et numériques, des machines et équipements, de la quincaillerie, des matériaux de construction et des fournitures de bureaux. Un bilan de plus de 8000 visiteurs, dont des hommes d'affaires venus de divers pays de la sous-région, est attendu dans la soirée de ce 12 septembre, projettent les organisateurs. Zinhua Franche précise les propos de Fousseni Mamagomina, directeur du commerce extérieur au ministère béninois de l'Industrie et du Commerce. Pour lui, cette foire, organisée depuis sa création en 2008, constitue un pont économique et commercial entre le Bénin, la Chine et toute l'Afrique de l'Ouest. Elle offre une plateforme d'échange et d'investissement permettant aux entreprises et investisseurs chinois de présenter leurs innovations et projets tout en donnant aux opérateurs économiques béninois et ouest-africains l'accès à des produits diversifiés et de qualité ainsi que l'opportunité d'établir des contacts d'affaires avec la partie chinoise, a-t-il indiqué. Cap à présent sur la Côte d'Ivoire. 5 candidatures retenues, celles de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo rejetées. Le Conseil constitutionnel ivoirien vient de publier la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre. 5 candidatures ont été retenues, tandis que celles de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont été rejetées. RFI informe que la liste définitive comprend les noms du président sortant et candidat à un 4e mandat, Alassane Ouattara, de Simone Eïvé, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, et première dame d'Henriette Lagou, une ancienne ministre qui a déjà été candidate en 2015, de Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et qui est porté par le Congrès démocratique, une coalition de 8 partis politiques, et d'Awa Dombello, militant du PPACI, désavoué par son parti en se présentant comme une candidature de précaution. On note donc la présence de 2 femmes pour ce scrutin présidentiel. Chantal Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, a abordé un aspect: la recevabilité de chaque candidature. En tout, il y a 60 dossiers. Plusieurs dossiers ont été jugés irrecevables car incomplets. Certains candidats ne respectent pas l'âge minimum, fixé à 35 ans, et ont donc été écartés. Le Conseil constitutionnel a également rejeté les candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Cette institution a jugé leurs dossiers irrecevables car il faut avoir la qualité d'électeur et être régulièrement inscrit sur la liste électorale, a affirmé Chantal Camara, la présidente de cette institution. En effet, Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale depuis 2020 suite à une condamnation par la justice ivoirienne. À cela s'ajoute le déficit de quelques 20 000 parrainages dans son dossier. De son côté, Tidjane Thiam a été radié en juin 2025 suite à des questions administratives. Une décision de justice qui estimait qu'il n'était plus ivoirien au moment de son enrôlement. Afrique.com rapporte qu'au lendemain du rejet de sa candidature, Laurent Gbagbo a rencontré plusieurs opposants ivoiriens, dont Pascal Afine-Guessant, le PDCI et un représentant du GPS. Ces premiers contacts traduisent une volonté de rapprochement au cœur de la contestation d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Bien avant cela, Abidjan.net rapporte que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, la formation politique de Laurent Gbagbo, a réagi officiellement le mardi 9 septembre 2025 à la décision de rejet de la candidature de celui-ci par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025. En conférence de presse au siège du PPACI, Sébastien Dano-Dédjé, le président exécutif du parti, et Maître Abiba Touré, chef de cabinet et porte-parole de Laurent Gbagbo, ont dénoncé l'irrecevabilité de la candidature de leur mentor à ce scrutin présidentiel, affirmant que le Conseil constitutionnel a manqué à son rôle de gardien de la loi fondamentale. Nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle. Nous mènerons cette lutte selon les moyens que la Constitution de Côte d'Ivoire met à notre disposition, a-t-il précisé. À la question de savoir les éventuelles actions que mèneront le PPACI pour faire participer son champion à ce scrutin présidentiel, eu égard à l'insusceptibilité de recours des décisions de la juridiction constitutionnelle, M. Dano a soutenu que, ici, en Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Quant à Tidjane Thiam, dont la candidature a elle aussi été rejetée, Jeune Afrique rapporte que le principal parti d'opposition a rejeté jeudi 11 septembre l'idée de boycotter la présidentielle du 25 octobre et maintenu sa volonté de présenter son candidat Tidjane Thiam malgré le rejet définitif de sa candidature en début de semaine.
APA News précise que pour le PDCI, la décision du Conseil constitutionnel est inique, grave et injuste, dénonçant une décision savamment programmée depuis plusieurs mois dans les laboratoires du pouvoir, a martelé Yapo Kalis, haut représentant du parti dans le district des Lagunes. Le Conseil constitutionnel a statué sur une base illégale et caduque, fermant les yeux sur la forfaiture de la commission chargée des élections, a soutenu M. Yapo, pour qui le Conseil constitutionnel s'est donc rendu complice du viol de la loi par la CEI, Commission électorale indépendante. Il a dénoncé une instrumentalisation grossière de la justice et un acharnement contre Tidjane Thiam, visé par plusieurs plaintes des personnes proches du parti au pouvoir et au sein de sa formation politique. Le Code de la nationalité ivoirienne stipule que tout Ivoirien qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. La justice a de ce fait ordonné la radiation de Tidjane Thiam du listing électoral pour perte de la nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur le fichier électoral. Nous rappelons que cette décision menace des milliers de nos compatriotes binationaux exposés à l'apatridie par une interprétation politique et dangereuse du droit, notamment l'article 48 du Code de la nationalité, a lancé Kalis Yapo, qui a invité les militants du parti à la mobilisation, à la vigilance et à la discipline. Nous allons cette fois-ci au Gabon. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce 8 septembre 2025 le traditionnel Conseil des ministres consacré en grande partie à l'adoption du projet de loi de finances de l'année 2026. Selon Gabon Media Time, au terme des travaux, le gouvernement a adopté un projet de budget équilibré en ressources et en dépenses, arrêté à 7233,3 milliards de francs CFA. Ecomatin précise qu'avec moins de 3 millions d'habitants, le Gabon projette en 2026 un budget presque équivalent à celui du Cameroun, pays 10 fois plus peuplé. Un objectif audacieux qui s'appuie sur un investissement public massif au risque d'alourdir fortement sa dette. Ecomatin rappelle également que les prévisions budgétaires reposent sur l'hypothèse d'un baril de pétrole, une production légère en baisse, un recul de managèse compensé par une reprise de la production forestière et un taux de change moyen de 570,9 francs CFA USD. Toujours au Gabon, la Banque mondiale revoit à la baisse ses prévisions de croissance entre 2025 et 2027. Financial Afrique informe qu'une récente note de conjoncture de la Banque mondiale révèle que la période 2025-2026, l'économie gabonaise va connaître une nette contraction de 0,5, passant de 2,9% en 2024 à 2,4% par an au cours de la période sous revue. Selon l'institution financière internationale, le recul de croissance ainsi projeté s'explique par la baisse de production pétrolière du fait de la maturité de la plupart des champs pétroliers du Gabon. En effet, indique la Banque mondiale, l'on devrait enregistrer des contre-performances de moins 2,1% en 2025, moins 5,8% en 2026 et moins 2,0% en 2027. En réaction à cette situation, les autorités gabonaises envisagent désormais de faire de l'exploitation d'autres richesses naturelles, manganèse, bois, fer, des sources de recettes publiques à même de réduire la dépendance du pays vis-à-vis du pétrole. Afin de concrétiser ces projections, la Banque mondiale recommande au gouvernement gabonais d'accélérer les réformes. Nous restons au Gabon. Le gouvernement acte la mise en place de la taxe d'habitation. Gabon Media Time rapporte que le Conseil des ministres a adopté parmi les mesures phares relatives à la loi de finances l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation et la mise en application des taxes municipales et communales. Des dispositions destinées à renforcer les ressources locales et garantir une meilleure justice fiscale. Le président de la République a insisté sur l'urgence d'appliquer sans délai les dispositions prévues par la loi de finances. Gabon Actu précise que cette taxe sera appliquée à tous les ménages avec des modalités adaptées aux revenus de chacun des citoyens imposables. L'objectif est de permettre une contribution équitable tout en soutenant les finances publiques. Selon le gouvernement, les plus modestes bénéficieront de dispositions simplifiées et allégées afin d'éviter toute iniquité. Nous poursuivons cette revue de presse avec le Togo, 9e congrès panafricain en décembre à Lomé. Republic of Togo informe que le Togo se prépare à accueillir le 9e congrès panafricain prévu
du 8 au 12 décembre 2025 à Lomé. Cet événement réunira des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des juristes, des décideurs politiques, universitaires, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants de la diaspora africaine autour du thème central, le renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Togo First rapporte les propos de Robert Dussé, chef de la diplomatie togolaise. La nécessité d'un 9e congrès panafricain à Lomé s'est imposée à l'Afrique pour plusieurs raisons. Parmi elles, le besoin de mettre fin au paradoxe entre la volonté clairement exprimée par l'Union africaine d'impliquer davantage les diasporas dans le développement du continent et le sentiment d'abandon ressenti par plusieurs afrodescendants. Selon le ministère des Affaires étrangères, le congrès sera l'occasion de réaffirmer la pertinence du panafricanisme comme socle idéologique et historique tout en projetant ses valeurs dans les enjeux contemporains. Toujours au Togo, les TPME togolaises à la conquête du marché continental. Selon Togo News, une vingtaine d'entreprises togolaises participent à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tient à Alger jusqu'au 10 septembre. Cet événement réunit plus de 30 000 délégués et près de 2000 exposants venus de l'ensemble du continent. Pour les très petites et moyennes entreprises togolaises, c'est une occasion de se faire connaître, de promouvoir le Made in Togo et de conquérir de nouveaux marchés africains. Le site officiel Republic of Togo précise que l'événement est placé sous le thème « Développement et compétitivité des TPME togolaises. Construire des solutions pour une croissance durable ». Cette édition se tient dans les 5 régions du pays. L'objectif est de créer un espace de dialogue, de formation et de valorisation des initiatives locales tout en instaurant un cadre plus structuré pour faire entendre la voix des petites entreprises. Parmi les activités phares prévues, la sensibilisation de 500 TPME aux recommandations du livre blanc 2024, la mise en lumière de 50 entreprises agroalimentaires innovantes et des sessions de formation sur la gouvernance entrepreneuriale. Cap cette fois-ci sur la RDC. Le rideau est tombé le 7 septembre sur la 2e édition du Festival panafricain de gastronomie organisé à la Maison Russe de Brazzaville par la Fédération congolaise des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs avec l'appui du ministère des PME et de la Maison Russe. Adiaccongo.com rapporte qu'une 50aine d'apprenants de l'Institut gastronomique de M-Service ont d'abord reçu leur certificat sanctionnant 9 mois de formation. Puis les projecteurs se sont braqués sur les lauréats des différentes compétitions culinaires lors de cette 2e édition du Festival panafricain de gastronomie. C'est au total 8 trophées qui ont été attribués, dont le trophée de meilleur Mbwata, trophée de meilleur plat végétarien et le prix de l'espoir de la cuisine africaine. Pour le chef Matsu Moussaka, initiateur du festival, ces distinctions incarnent bien plus que de simples récompenses. Chaque plat présenté est un message, chaque saveur un souvenir, chaque sourire est une victoire contre l'oubli. La cuisine africaine a sa place sur les plus grandes tables du monde, a-t-il indiqué. Nous allons cette fois-ci au Cameroun avec les présidentielles 2025. Samuel Eto'o fera la campagne de Paul Biya. L'équipe de campagne du président sortant, Paul Biya, a été rendue publique il y a quelques jours via le journal officiel du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette liste composée d'une centaine de personnes figure l'ancien international camerounais Samuel Eto'o. Actu Cameroun rapporte que l'actuel président de la FECAFOOT a été nommé vice-président de la commission communale de campagne pour le président du RDPC dans la localité de Ngambé. Interrogé sur le soutien qu'il avait apporté à Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018, au cours de son entretien exclusif avec France 24, Samuel Eto'o annonçait déjà son implication aux côtés de Paul Biya en 2025. Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son excellence Monsieur Paul Biya en 2018 pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection présidentielle approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya, a concédé Samuel Eto'o fils. Il faut noter que Samuel Eto'o a également indiqué au cours de cet entretien qu'il n'était pas intéressé par la présidence de la République. Selon All Africa, c'est certainement une entrée en politique définitive et affirmée pour Samuel Eto'o.
Camfoot précise que ce positionnement fait du bruit sur les réseaux sociaux. Certains estiment que Samuel Eto'o n'est pas cohérent. En 2017, l'ancienne star du FC Barcelone avait soutenu le malgache Ahmad au détriment de son compatriote Issa Hayatou lors de l'élection à la CAF en 2017. Il avait estimé que le président Issa Hayatou, de regrettée mémoire, avait tout donné pour le football africain. Pourtant, il se disait encore en mesure de poursuivre la transformation du football sur le continent. Le président Hayatou avait alors 71 ans. Samuel Eto'o fils va pourtant battre campagne pour Paul Biya, âgé de 92 ans aujourd'hui. Nous allons tout de suite au Sénégal avec le remaniement ministériel. Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement. Selon All Africa, le premier ministre Ousmane Sonko a officiellement annoncé le 6 septembre un remaniement ministériel lors d'une conférence conjointe avec le ministre secrétaire général Omar Sambaba au Palais de la République. Annoncé dès le 1er août lors du lancement de presse, cette restructuration gouvernementale est considérée par le premier ministre comme un levier stratégique pour aligner l'action de l'exécutif sur les ambitions économiques nationales. On peut lire sur le portail officiel de la présidence du Sénégal la composition du gouvernement du Sénégal issu du décret numéro 2025-1430 du 6 septembre 2025 signé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye sur proposition du premier ministre Ousmane Sonko. Yahoo Actualité rapporte cependant que le nouveau gouvernement Sonko inquiète au Sénégal. La nomination la plus remarquée au sein de ce gouvernement est celle de l'avocat Mohamedou Bamba Cissé au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui avait dirigé la défense d'Ousmane Sonko lorsque ce dernier, alors opposant, avait été condamné pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Adji Sarr. Son entrée au gouvernement suscite des inquiétudes au sein de la classe politique et de la société civile. Certains auraient voulu que ce poste soit confié à une personnalité capable d'incarner une neutralité dans le débat politique. Un avis que partage Thierno Bokoum, le président du mouvement Agir les leaders. Selon lui, depuis très longtemps, la classe politique sénégalaise s'est battue pour qu'on puisse avoir à ce niveau de responsabilité une personnalité qui est au-dessus de la mêlée parce que le ministre de l'Intérieur est chargé d'organiser les élections. Il assure par ailleurs qu'il est également attendu, quand il s'agit de garantir les libertés publiques, d'apprécier des demandes de manifestation. C'est pour dire tout simplement que nous avons entre les mains d'une seule personne énormément de pouvoir. Toujours au Sénégal, la mine d'or de Boto produit son premier lingot, un investissement de taille pour le Sénégal. Le groupe Managem vient d'annoncer une nouvelle majeure pour le secteur minier sénégalais. La production du tout premier lingot d'or de sa mine de Boto, située dans la région de Kédougou. Cette étape symbolique marque l'entrée officielle en production du site après plus de 2 ans de travaux intensifs. Le Soleil SN précise qu'avec un investissement de 350 millions d'euros, soit plus de 167 milliards de francs CFA, la mine de Boto se positionne comme l'un des projets les plus importants du pays. L'objectif est de produire en moyenne 160 000 onces d'or par an, environ 5 tonnes sur les 3 premières années. Les réserves sont estimées à 1,8 million d'onces, près de 56 tonnes, assurant une durée de vie de la mine d'environ 12 ans. Le quotidien précise qu'en termes de contenu local, il est indiqué qu'au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé plus de 2500 emplois, dont 90% occupés par des Sénégalais. À terme, l'exploitation devrait générer plus de 1500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social au niveau local et régional. Conformément à l'engagement du groupe pour un développement responsable, le communiqué de description du site mentionne que Boto a intégré dès sa phase de construction un programme d'action communautaire visant à améliorer l'accès à l'eau potable, la santé, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes. Le projet a également soutenu des initiatives génératrices de revenus au bénéfice des communautés de la région. Coupe du monde de football 2026. Le Maroc, première nation africaine qualifiée. Les Lions de l'Atlas, avec leur victoire contre le Niger vendredi à Rabat, ont remporté leur billet pour le mondial 2026. Et ils disputeront la compétition pour la 3e fois consécutive. Jeune Afrique rapporte que le Maroc s'est qualifié pour le mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada après sa large victoire 5-0 contre le Niger, devenant la première sélection africaine à valider son billet pour la compétition. TRT Global précise que cette victoire écrasante a permis au Maroc de
prendre une avance irréversible en tête du groupe E avec encore 2 matchs à jouer. La qualification du Maroc donne le ton pour les éliminatoires africains et d'autres équipes chercheront à l'imiter. Parlons du Niger, un nouveau groupe d'opposition, le G25, exige le retour à l'ordre constitutionnel et la libération de Bazoum. Selon Sénogo, au Niger, un nouveau groupe d'opposition au régime militaire, le G25, composé d'acteurs de la société civile et de médias, a publié un communiqué ce samedi. Le groupe, dont les membres restent anonymes pour des raisons de sécurité, exige la libération du président Mohamed Bazoum, le retour à l'ordre constitutionnel et une nouvelle stratégie contre le terrorisme. DW précise que le mouvement se résume à une page Facebook créée le 5 septembre et qui compte un peu plus de 1000 abonnés, mais aucun compte pour l'instant sur un autre réseau social ni aucun site internet. Toujours selon DW, parmi eux figureraient des personnalités qui ont travaillé sous le pouvoir de Mohamed Bazoum, le président déchu. On n'en sait pas plus car les responsables souhaitent rester anonymes par crainte de représailles de la part des militaires. Et il suffit de rien, on vient, on vous embastille, invoque Tahirou Garka, porte-parole du G25, le représentant officiel à l'étranger. Selon Yahoo Actualité, Salmata Taya, trésorière générale du M62, un mouvement qui soutient les militaires au Niger, rejette les revendications du G25 et préfère renvoyer ce mouvement à la charte de la refondation promulguée fin mars, qui a accordé sans élection un mandat de 5 ans renouvelable au général Abdourahmane Tiani, le chef des militaires au pouvoir. Aujourd'hui, cette charte est en train de mettre en place ce qui va nous sortir du gouffre, ce qui va nous arranger, ce qui va faire en sorte que notre souveraineté et notre dignité soient réelles et non sur le papier, fait remarquer Salmata Taya. Elle insiste par ailleurs sur le fait que Mohamed Bazoum doive répondre de ses actes. Officiellement, le pouvoir nigérien n'a pas encore réagi à la naissance du mouvement G25. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Je suis Coralie Poyon, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation, Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.